a été journaliste et c'est un écrivain connu dans le monde entier. Il est traduit dans énormément de langues. Il est connu et aimé en France, après Femme fuyant l'annonce, qui a reçu le prix Médicis étranger, après Tombé hors du temps. C'est un nouveau roman que nous propose David Grossman, Un cheval entre dans un bar aux éditions du Seuil. Un cheval entre dans un bar, David. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un cheval entre dans un bar, c'est le début de très nombreuses histoires drôles en Israël et ailleurs aussi. C'est un genre de blague, avec un cheval entre dans un bar et quelque chose se passe avec le barman. Je peux vous en raconter une si vous voulez. Non, je pense que vous ne racontez pas la chute dans le livre. Il y a une dizaine de blagues dans le livre et c'est la seule, je crois, que je n'ai pas terminée. J'ai voulu qu'elle reste ainsi, que chacun puisse y mettre la fin qu'il souhaite. Il y a des blagues dans le livre, car c'est en fait un livre sur un humoriste. Un homme fait son one-man show en soirée dans un club assez lugubre de Netanya. Dovale Greenstein est un homme qui approche la soixantaine. Ça veut dire qu'il est déjà vieux ? Il est jeune d'esprit. C'est un homme pas très impressionnant d'un point de vue physique. Il s'apprête à monter sur scène pour la dernière représentation de sa vie. Il a invité pour cette occasion un ami d'enfance, le juge Avishai Lazar. C'étaient des amis très proches lorsqu'ils avaient 14 ans, mais quelque chose leur est arrivé à tous les deux. Un moment difficile au cours duquel le juge a trahi son ami. Et ils ne se sont pas vus pendant 43 ans. Ce soir, ils vont se retrouver et Dovale lui demande de venir le regarder. Quelle demande bizarre. Oui, c'est bizarre. Pendant toutes ces années, Dovale a suivi la carrière du juge. Il a constaté que dans ses verdicts, il pouvait en une seule phrase lapidaire cerner l'essence même des individus. Et il lui demande comme une dernière volonté, « Viens, regarde-moi et dis-moi quelle est cette chose qui émane de moi sans que je puisse la contrôler. » Ce spasme singulier que nous avons en chacun de nous, avant les mots qui nous définissent, avant les accidents de la vie, les perturbations de notre biographie, les problèmes, les incompréhensions, les échecs personnels. Qu'est-ce que ce moi, le moi? Et le juge est assez réticent. Il n'aime pas le one-man show. Il ne comprend pas pourquoi, après 43 ans, Dovale s'est souvenu de lui. Il ne se souvient même plus très bien des détails du pénible incident qui les a séparés, mais il vient quand même. Toute la première demi-heure, il ne pense qu'à partir. Il ne supporte pas ces blagues et leur vulgarité, ni l'endroit, ni le public. C'est quelqu'un qui est plutôt réservé. Et petit à petit, il comprend que l'histoire que Dovale raconte a un rapport avec lui. Qu'il est quelque part même en position d'accusé. Et que cette histoire lui offre peut-être même une deuxième chance. Celle de réparer quelque chose qu'il a gâché dans son enfance. En général, dans la vie, on n'a pas de seconde chance. La littérature se penche souvent sur cette possibilité de deuxième chance. Le simple fait que quelqu'un lise un livre, c'est déjà laisser une deuxième chance au personnage. Et ici, le juge a donc une deuxième chance. C'est une démarche très juive. Vous ne racontez pas le tikkun olam, la réparation du monde, mais la réparation d'un être. Oui. Le tikkun olam, la réparation du monde, c'est un peu grand pour moi. Mais pour ce qui est de la réparation de l'homme, il y a des moments où c'est faisable. Dans ce sens, l'écriture permet de bricoler une petite réparation. Chacun à sa place. Oui, pas plus.
C'est un peu différent ce style des styles des autres livres. Au début, lorsqu'on commence à lire, on ne sait pas qui est le « je » qui raconte, qui est le narrateur. C'est voulu. J'aime avant tout me renouveler. Écrire comme je l'ai déjà fait ne m'intéresse pas tellement. Je veux écrire non pas comme je sais le faire, mais comme je ne sais pas faire. Et je ne savais pas écrire un one-man show, jusqu'à ce que je commence ce roman. Et mon texte s'est révélé être un stand-up. Il faut dire que je n'ai jamais assisté à un stand-up de toute ma vie. Mais j'en ai vu un peu à la télévision. Louis C.K., Sarah Silverman, Jerry Seinfeld, bien sûr. Vous ne citez aucun Israélien? Non. Bien qu'il y ait des humoristes que j'aime beaucoup, comme Adi Ashkenazi par exemple, ou Shmulik Viloni, Gil Kopatch. Et ceux du passé? Dans le passé, on ne les appelait pas stand-upistes. Ça Il y avait n'existait pas, Sheikh ce mot. Ophir, Uri Zohar, il y avait les spectacles du Gashash. D'ailleurs, je les mentionne tous dans le livre, car ils datent de l'enfance de Dovalé. C'est comme ça qu'il a appris à faire rire. Il ne faisait rire que sa mère, c'était un public d'une seule personne, mais ce n'était pas une tâche facile pour autant, car sa mère ne riait jamais. Sa mère était une survivante qui avait vécu des choses très dures pendant la Shoah et qui ne riait jamais. C'est devenu le projet d'une vie pour Dovalé de faire rire cette princesse triste, cette belle, mystérieuse et triste femme que personne n'arrivait à faire rire. Et c'est peut-être ce qui l'a préparé à devenir humoriste. Il a acquis de l'expérience. Il a acquis de l'expérience devant un public très très dur, très difficile. Et ce public... Mais Netanya, pourquoi Netanya? Parce que ici, au public français, ça veut dire quelque chose, Netanya. Netanya représente le courant majoritaire en Israël. Il y a toutes les composantes de la société israélienne, les bonnes comme les moins bonnes. Et il fallait que l'intrigue se déroule quelque part. Je ne voulais pas de Jérusalem, car c'est une ville déjà très chargée, avec trop de pesanteur, trop d'histoire. Netanya, c'est l'Israël d'aujourd'hui, en bien comme en mal. J'ai reçu plusieurs appels d'habitants de Netanya, furieux, qui me demandaient pourquoi avoir choisi cette ville et ce que je leur voulais. Mais c'est ainsi qu'on écrit des livres. Il faut bien les situer quelque part, et j'ai l'impression que cet endroit éclaire crûment l'Israël d'aujourd'hui dans tous ses états. Avec la vulgarité, le manque de patience, l'incapacité des gens à regarder la plaie que Dovalé révèle à son public. Mais aussi la sensibilité, la chaleur humaine, le fait qu'il y ait des gens qui restent auprès de Dovalé et se sentent concernés par son récit. Des gens qui ne fuient pas quand ils voient une plaie, ils restent, ils l'accompagnent. Netanya correspond à ce profil. Dites-moi la vérité, vous avez passé combien de temps, Netanya? Très peu. Mais je vis depuis toujours en Israël, donc je connais un peu. Et je suis passé à Netanya lorsque j'ai écrit le livre « Une femme fuyant l'annonce », car le GR Israël traverse Netanya le long de la très belle promenade en bord de mer. Voilà. Et ce public, le public de Netanya, il est aussi mainstream? Oui, mais il y a aussi des gens de Rosh Ha'ayin, de Petar Tikva, des colonies. Beaucoup de gens viennent à Netanya car c'est une ville centrale. Elle rassemble beaucoup de monde. Et son public est le grand public israélien, comme on dit. Dovalé flirte avec les différentes composantes de ce public, avec les plus aisés, avec celle qui peut se permettre une opération de chirurgie esthétique compliquée, avec injection de botox, de silicone, avec les colons. Il y a des gens de Petar Tikva qui le suivent depuis de très nombreuses années. Ils viennent à chacun de ces spectacles et ils n'ont jamais entendu sa véritable histoire. Alors, avant d'arriver à la véritable histoire de Dovalé, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que le propriétaire du nightclub exige de Dovalé de ne pas parler de politique. Comment peut-on faire une chose pareille en Israël? Justement parce qu'Israël est tellement empoisonné par la politique. Les gens qui sortent ne veulent généralement pas penser à la situation. Dans la vie de tous les jours aussi, la plupart des Israéliens
mettent un étouffoir pour repousser cette situation qui n'est pas normale. Avec d'un côté ce danger pour notre survie et... Mais comment est-ce qu'on peut arriver à une telle schizophrénie? Allez, je sors de la maison, j'oublie toute la situation, comment est-ce possible? C'est comme ça, C'est un fait. ça arrive. Je peux dire de ma propre expérience que lorsque je m'adresse au public en Israël, tant que je parle de mon livre, les gens restent assis. Ils écoutent, ils s'impliquent. Et lorsque je commence à parler politique, vous connaissez mes opinions, mais avant même que j'en parle, lorsque je rappelle simplement des faits, comme par exemple le fait qu'Israël colonise un autre peuple depuis 48 ans, c'est un fait qui ne prête pas à discussion, c'est une réalité. Eh bien, les gens commencent à s'agiter sur leur siège. C'est comme si on les avait réveillés d'un doux rêve, d'une illusion, et qu'on les précipite dans la réalité. Mais ils ne veulent pas de cette réalité. C'est pourquoi le gérant du club dans lequel se produit Dovalet pose une condition. Pas de politique. Seulement des choses consensuelles qui ne font pas débat. Barboter gentiment dans cette eau tiède où chacun est à l'aise. Et Dovalet a du Oui, mal. mais ça s'infiltre dans son histoire. Oui, et c'est quelqu'un de politisé malgré tout. Il plaisante sur la droite et la gauche, et dit des choses assez horribles sur chaque côté, de sorte qu'on ne sait pas de quel bord il est, Quelles sont ses positions politiques? même si j'ai ma petite idée sur la question. Concernant l'histoire qu'il raconte, l'histoire difficile qui est au cœur du livre, lorsqu'il avait 14 ans et qu'il vivait en symbiose avec son père et sa mère, il formait une espèce de triangle des Bermudes dans lequel toute personne qui entre se noie. Il n'arrive pas à en sortir. C'est sa famille. Pour la première fois, il part dans un camp d'entraînement militaire pour une semaine, comme ça se faisait avant. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque je suis devant un public italien ou espagnol, et que je leur dis qu'à l'âge de 15 ans, j'ai suivi un entraînement Oui, paramilitaire, que j'ai appris à ramper, à me camoufler, même à tirer une balle avec un fusil tchèque, à faire semblant de lancer une grenade, les gens me disent, on dirait la Corée du Nord. Je leur réponds que non, que c'était comme ça à l'époque et que ça existe encore aujourd'hui. Tout d'un coup, une femme sergent vient le chercher et lui dit qu'il doit partir immédiatement à Jérusalem pour un enterrement. Un enterrement? Quel enterrement? On m'a rien dit avant mon départ. Il arrive devant le bureau du commandant et là il entend l'officier discuter avec son chauffeur qui ne veut pas le transporter car il en a assez de faire des allers-retours de 4 heures entre le Negev et Jérusalem. Il comprend qu'on parle de lui. Et là il entend le commandant crier « Mais où est l'orphelin? Amenez l'orphelin !» Et c'est ainsi qu'il comprend qu'il est orphelin. Mais il ne sait pas lequel de ses parents est mort, son père, sa mère, il n'ose pas demander car c'est difficile à poser cette question à un étranger. Dis-moi, qui est mort, mon père ou ma mère? Et c'est aussi un enfant timide, il se tait. Il lui prépare son sac rapidement, le met dans une voiture de l'armée et hop, en route. Il a 4 heures de trajet à faire avec un chauffeur un peu dérangé et un peu sadique. Et pendant ces 4 heures, il ne sait toujours pas qui de son père ou de sa mère est décédé. Et il craint que ses pensées condamnent soit son père, soit sa mère. Et dans cet état d'esprit qui déforme la réalité de quelqu'un qui doit faire un choix aussi odieux, il pense que c'est à lui de dire qui il va faire mourir, son père ou sa mère. Et il va choisir. Je ne vais pas vous demander qui il a choisi de tuer. Mais quel est le lien avec le juge ici dans cette histoire? Le juge était avec lui dans le même camp d'entraînement, bien qu'il n'ait pas fréquenté la même école. Et il a vu la façon dont les camarades de Dovalet le maltraitaient tout le temps, comme un bouc émissaire de la classe. Il le frappe et l'embête, il lui casse des œufs sur la tête, etc. Ce sont des choses que le juge ne pouvait pas soupçonner, lui qui a rencontré Dovalet dans un autre contexte. C'est pour lui un enfant charmant, plein d'imagination, créatif, qui déborde de bonté et d'amour, et tout à coup il découvre cette autre réalité. Et le juge se reproche que lorsqu'on vient chercher Dovalet, il ne l'ait pas suivi.
En tant qu'ami, il aurait pu poser la question « Qui est mort ?» Qui est mort? Contrairement à Dovalé, qui est pris au piège de cette situation. Or, le juge, qui avait le recul nécessaire, aurait pu poser la question « Qui ?» Et n'a pas posé Non. la question. Et ce soir-là, il s'en veut, et même beaucoup. David, qu'est-ce que ça veut dire pour une société telle que la nôtre, qu'une telle chose puisse se produire, qu'on dise à un enfant qu'il est orphelin, qu'on l'envoie à un enterrement, et on ne lui dit pas qui est mort? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre société? Ça dit des choses désagréables. Pire que de la cruauté, il y a l'indifférence. On n'a même pas la force d'essayer de comprendre ce qui arrive à l'autre. Même une personne qui est parfois juste à côté de nous, on ne fait pas l'effort de fraternité pour comprendre ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et ça arrive peut-être 100 fois dans une journée. On voit une souffrance et on détourne le regard. On ne se sent pas concerné. Je disais plutôt qu'Israël colonise un autre peuple depuis 48 ans. C'est un fait bien plus grave que le deuil qui frappe Dovalé, qui est simplement un enfant avec toute la douleur que ça implique. Nous avons appris à vivre avec cette distorsion. On n'aime pas ça. Je pense que chaque personne normale voit qu'il y a là une falsification. Même les gens d'extrême droite, en fin de compte, n'aiment pas cette situation de colonisateur. Ils auraient préféré qu'il n'y ait pas d'autre peuple. Juste qu'ils s'en aillent. Oui, qu'ils s'en aillent. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose de pas normal. Et la société entière, la société juive israélienne, qui à la base est éthique, idéaliste, avec des valeurs, vit depuis 48 ans avec cette distorsion. Et en fin de compte, elle arrive à ce point où elle ne veut plus parler politique parce qu'elle n'est pas capable d'affronter cette distorsion. Ça nous a fait dérailler de la voie pour un avenir meilleur, de la possibilité de mieux nous développer, de nous améliorer. Tout ça semble hors de portée à cause de cette situation qui nous paraît sans issue. On a tendance à lui tourner le dos et advienne que pourra. Ce que vous racontez me rappelle le livre d'Orwell, 1984, La double pensée. On peut à la fois être moral, être quelqu'un de bien, et en même temps détourner le regard, ne pas voir la réalité. Oui, c'est possible. Mais C'est inquiétant quand ça arrive, c'est déprimant, mais preuve est que cela arrive, dans la vie privée comme dans la vie publique. Pour en arriver là, il faut se mentir à soi-même et vivre dans l'illusion qu'une telle situation peut perdurer, qu'il y a un statu quo. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de statu quo quand il est question d'être humain. Le système soviétique dictatorial et oppresseur a explosé comme un volcan après 70 années. Là où des gens sont opprimés, il y a encore plus de risques ou de craintes pour qu'il y ait de grandes explosions qui changent l'ordre du monde. Des explosions violentes dont nous payerons tous le prix. C'est pourquoi il est de notre intérêt vital de commencer à changer les choses, de trouver une autre voie. Mais malheureusement, quasiment tous les gouvernements israéliens n'ont pas cherché la paix avec la même fermeté qui les menait à faire la guerre. Et depuis un certain temps, les derniers gouvernements, comme celui de droite de Benjamin Netanyahou, n'ont rien fait pour améliorer la situation et nous garantir la vie que nous méritons. Mais vous serez d'accord sur le fait qu'eux aussi savent que la situation ne peut pas durer. Ils savent que toute la région est sur le point d'exploser, pour une raison ou pour une autre. La raison, oui. La raison, c'est aussi le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, et aussi autour de nous, autour d'Israël. Il s'est développé une situation qui est vraiment dramatique. Et malgré tout cela, on ne bouge pas. Comment est-ce possible? C'est un problème de faillite personnelle. Je n'ai pas vraiment de meilleure explication. C'est une espèce d'anéantissement, de manque de confiance dans la possibilité d'agir.
Vous et moi pouvons dire que nous sommes désespérés par la situation, qu'il n'y a rien à faire, que c'est notre destin. Mais le Premier ministre n'a pas ce luxe de pouvoir tenir ce discours. Il doit agir et utiliser tous les moyens dont il dispose, de toutes les cartes, même si elles sont très mauvaises. En l'occurrence, Israël n'a pas les meilleures cartes en main. Nous devons faire face à des Arabes extrémistes et fanatiques, qui n'ont jamais accepté notre présence, qui ne l'acceptent pas. On ne peut pas l'ignorer. Il y a Daesh, Al-Qaïda, le Hezbollah, le Hamas. Ces groupes nous veulent du mal et il faut adapter notre réponse. Il ne faut pas rester passif face à eux. On a la possibilité de faire des alliances avec des États musulmans sunnites plus modérés, comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, Dubaï. Une alliance d'intérêt, pas un pacte d'amour. Ce n'est pas d'amour dont il est question. Je crois en l'amour entre êtres humains, pas entre peuples. Une alliance contre l'islam sunnite extrémiste, l'islam chiite, l'Iran bien sûr. Il y a des moyens d'action. Il y a la proposition de la Ligue arabe qui dort depuis 13 ans sur le seuil du gouvernement israélien. Le gouvernement ne lui a même pas consacré une réunion d'1 heure. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas comme je le souhaiterais. Mais c'est un appel au dialogue. Des pays arabes nous appellent à un dialogue, nous proposent la paix, des échanges d'ambassadeurs, des relations complètes, à tous les niveaux, touristiques, commerciaux, culturels. Israël n'a pas pris en compte une seconde cette proposition, et c'est pour moi l'expression même d'un manque de responsabilité qu'on peut à mes yeux qualifier de criminel. David, votre moyen d'action, c'est l'écriture. Que peut l'écriture dans une situation telle que celle-là? Tout d'abord, je n'ai pas d'autre moyen d'agir, alors j'écris. Si je savais faire autre chose, je le ferais peut-être. L'écriture démontre par analogie qu'il y a une alternative, que nous ne sommes pas voués à la destruction et à la guerre perpétuelle, qu'il y a une autre voie. Personne ne dit que cela va réussir. Il est parfois difficile d'arriver à des accords avec nos partenaires palestiniens. Et ce n'est pas dit qu'ils tiennent leurs engagements. Ils ont encore des exigences auxquelles Israël ne peut pas répondre, comme le droit au retour des réfugiés. Mais si j'étais palestinien, je dirais que les Israéliens sont des négociateurs coriaces, qui ne cèdent pas, qui ne veulent pas se retirer de la plupart des territoires qu'ils ont conquis, qui ne veulent pas partager Jérusalem. Nous avons nous aussi certaines exigences. Netanyahou exige par exemple des Palestiniens comme condition à la reprise des négociations de reconnaître Israël comme un État juif. Qui renonce d'emblée à ses atouts avant d'entamer des pourparlers? Mais je pense quand même que si un dialogue s'installe, sous l'égide, avec le soutien de pays européens et des États-Unis, il y a une chance pour que ces deux peuples, les Israéliens et les Palestiniens, vivent un peu mieux qu'aujourd'hui et puissent recouvrer leurs esprits. Ce rétablissement va encourager des groupes qui ont un intérêt à l'amélioration de la situation, un intérêt élémentaire, économique, quotidien à l'échelle nationale, des commerçants, des clubs de foot, des universités qui tisseront des liens. Ces derniers temps, et notamment ces 6 dernières années, sous Netanyahou, il n'y a pas eu d'émissaire pour promouvoir la paix. Seulement la violence, la peur et la suspicion. Ce sont les seules forces présentes aujourd'hui sur le terrain. Elles aggravent la situation car moins il y a de possibilités à l'horizon et plus il y a de désespoir. Et le désespoir conduit au fanatisme et avec les fanatiques on ne peut pas discuter. Ce sont des gens hermétiquement fermés, il y a un fanatisme national, un fanatisme religieux et plus il y en a et moins il y a de place pour les idées comme les miennes ou celles de mes amis pour un dialogue. Les fanatiques nous condamneront à la poursuite du conflit et après chaque conflit on revient à la case départ, ou pire. Moi, je propose une autre voie. La voie de la paix. Oui, David, du dialogue. Les
plus âgés d'entre nous ont connu l'époque d'un Israël composé de pionniers, la première période. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est plus devenu un pays comme les autres pays. Est-ce que le concept de sionisme a encore un sens en Israël? Oui, il fait encore écho. En fait, c'est une notion obsolète, parce qu'il a atteint son objectif. Le sionisme était la volonté, à mes yeux noble et ambitieuse, de donner aux Juifs un État, un foyer. La définition d'un Juif, selon moi, était, jusque-là, de ne jamais se sentir chez soi. Même dans les endroits les plus amicaux, nous étions prêts à fuir à chaque instant ou à recevoir des coups. Nous avons été renvoyés, exilés, il y a eu les pogroms et bien sûr le gouffre de la Shoah. Israël est ce foyer, et quelle chance nous avons de l'avoir. Et quel miracle que 3 ans seulement après la Shoah, nous avons réussi à créer notre endroit. À partir de ce moment-là, le sionisme est moins pertinent à mes yeux. Et ce qui compte, c'est l'israélisme. De créer une vie agréable, sans peur existentielle, avec la perspective d'un avenir, la sensation qu'il va y avoir une continuité avec nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et avec de bonnes relations avec nos voisins, car sans cela, nous n'aurons jamais une vie agréable là-bas. C'est quelque chose que nous devons intégrer, même si ça en dérange quelques-uns. Si les Palestiniens n'ont pas de foyer, nous n'aurons pas de foyer. Nous aurons un endroit où vivre, mais ce ne sera pas un foyer, dans le sens d'un endroit dans lequel on se sent libre, à l'aise. Se sentir chez soi, être relié par chacun de ses nerfs à cet endroit qu'est la maison. Ce n'est que si les Palestiniens ont un foyer que les Israéliens auront le leur. Je souhaite vraiment qu'on arrive à vivre dans cet endroit et qu'on continue ce miracle d'un État pour le peuple juif qui a été tellement persécuté et méprisé par les autres. Et nous avons réussi à arriver là, à bâtir une démocratie. C'est un miracle. Qu'est-ce que mon grand-père polonais connaissait à la démocratie? Et ceux qui sont arrivés du Maroc, d'Égypte, de Roumanie, d'Irak, ils ne connaissaient rien à la démocratie. On a construit une démocratie, une culture, une agriculture. L'hébreu est redevenu une langue vivante et efficace. L'industrie, la high-tech, tout ça en temps de guerre sans fin, avec des crises économiques constantes, l'intégration d'énormes vagues d'immigration. Nous l'avons fait, c'est un grand miracle. Je dis tout le temps que le retour du peuple juif sur sa terre, c'est une des plus grandes aventures humaines de tous les temps, au même titre que la fin de l'esclavage ou que l'égalité des femmes ou la Révolution française. Ce miracle, c'est une aventure humaine extraordinaire et nous l'oublions souvent lorsqu'on critique la politique israélienne. Et la façon de rester fidèle à ce miracle, dont je ne sais encore combien de temps il va durer, si on continue à s'enfoncer dans cette situation, nous devons être fidèles à ce cadeau rarissime que nous avons reçu de l'histoire. Vous avez parlé de l'israélisme après l'époque du sionisme. À mes yeux, et probablement à vos yeux aussi, ce livre, Un cheval entre dans un bar, c'est un livre très israélien. Il parle de la réalité israélienne, il parle de la façon dont les gens vivent en Israël. Comment expliquez-vous que ce livre est un tel succès à travers le monde ? Je ne comprends jamais ce genre de choses. Je pense que je suis un écrivain très israélien. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai écrit La grammaire intérieure, je l'ai montré à mon père car c'est un livre sur une petite famille juive à Jérusalem, un peu comme celle dans laquelle j'ai grandi. Mon père l'a lu et il a dit « David », c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison, « c'est un très beau livre, mais tu penses que quelqu'un en dehors de la famille peut le comprendre ?» Je vais trouver ça très bien de sa part, c'est comme ça que je veux écrire, de façon que mon père pense que seul un membre de notre famille peut le comprendre. Maintenant, à chaque fois que l'on publie une traduction du livre, en français, en tchèque, en chinois, je le montre à mon père et lui dis « Tu vois papa, ils comprennent ». Il y a visiblement des choses que les gens partagent à travers le monde. Nous avons tous grandi avec de la littérature traduite.
alors il y a apparemment quelque chose que nous percevons et qui dépasse notre langue. David Grossman, merci beaucoup. Merci Michel.